Donc, bonjour Magda Danich, nous sommes aujourd'hui pour l'interview au vif du sujet pour la PGEF. Merci beaucoup pour votre temps. Alors donc pour entrer dans le sujet, je vais un petit peu vous présenter. Donc Magda Danich, vous êtes née d'une mère artiste et d'un père scientifique et entrepreneur donc polonais. Vous êtes très tôt prise d'une passion pour l'art contemporain. Vous rencontrez Leo Castelli donc à New York et faites vos débuts en tant que galeriste à l'âge de 17 ans en initiant une petite galerie rue Keller, donc dans le quartier de Bastille à Paris. Ayant étudié en France, au Japon, en Argentine et diplômé de l'ESSEC en 1998, vous ouvrez la galerie Magda Danich en 1999, qui donc ensuite en 2007 sera déménagée rue Amelot, donc toujours à Bastille. En 2009, vous ouvrez une seconde galerie, donc la 18 Gallery à Shanghai, dans un bâtiment colonial du quartier du Bund, et qui en 2012 déménage dans le quartier de Yangpu, et change de nom devenant la MD Gallery. Vos galeries se spécialisent entre autres dans le street art et l'art numérique avec des artistes tels que par exemple Sin, Space Invaders, JR, etc. Et donc éternelle voyageuse, Magda, vous parlez couramment le français, l'anglais, l'espagnol, le polonais et vous avez des notions de japonais. Pour l'anecdote, donc j'ai eu le privilège de rencontrer Pauline qui était la manageuse de votre galerie à Shanghai, donc qui est une rencontre très sympathique. Alors donc pour commencer, donc nous serions ravis d'en savoir un petit peu plus sur vous, sur vos débuts. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours, comment est née votre passion pour l'art, quels ont été vos débuts et finalement qu'est-ce qui vous a incité à lancer votre propre galerie? Merci. D'abord, je pense qu'en termes de début, tout est lié à mon environnement familial, puisque, comme j'aime à dire, je suis née dans un pot de peinture avec une mère artiste. Ce qui a certainement joué son rôle. Et très tôt, enfant, en fait, je me posais la question de comment les artistes transmettent en fait ce qu'ils ont à transmettre, et que c'est très difficile. Je dis souvent aussi que s'ils avaient les bons mots, ils seraient écrivains, en fait. Donc, il y a cette question de la transmission, de la médiation, comme on dit aujourd'hui, en art contemporain. Et je me suis rapidement interrogée en fait là-dessus, en me disant, tiens, il faudrait peut-être avoir un rôle actif sur le sujet. Donc très rapidement, ça a été comme ça un fil conducteur dans mon enfance de se poser la question comment on peut aider les artistes, parce que c'est pas facile pour eux. Souvent ils travaillent seuls, ils sont confrontés finalement à des questions auxquelles ils n'ont pas les réponses quand le public les regarde. Ils ont un trac monstrueux comme des acteurs qui montent sur scène au théâtre. Et donc il y a un important rôle à jouer de chaînon entre des artistes et puis un public qui souvent n'ose pas poser des questions parce que l'art a beaucoup été sacralisé. Parfois on rentre dans une galerie comme dans une cathédrale, on chuchote, etc. Donc on essaye de casser ça en disant non mais on est là pour ça, pour répondre aux questions, pour voir voilà comment les gens perçoivent ce qu'ils voient. Et c'est comme ça que je me suis dit tiens, je deviendrais bien galeriste assez tôt. Quelques rencontres ont aidé. Quand adolescente, j'ai croisé Leo Castelli, donc effectivement quelqu'un qui, du fait de son grand âge, avait probablement envie de transmettre son expérience qui était hors du commun, comme quelqu'un qui a probablement forgé l'art contemporain de la deuxième partie du XXe siècle aux États-Unis, et qui a vraiment poussé pour que ce soit ce que ça a été, et qui m'a donné quelques conseils, et un très simple, mais qui à l'époque avait fait mouche, c'était si j'avais une idée, il fallait y aller et le faire. Donc c'est pour ça que j'ai commencé très jeune. Très bien, maintenant parlons un petit peu de la galerie, des deux galeries Magda Danich. Donc, vous êtes aujourd'hui une galeriste de référence au niveau international pour l'art contemporain et notamment pour l'art urbain et numérique. D'où vous est venu ce goût pour l'art urbain, la culture du graffiti? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus Le goût que j'ai pu d'abord avoir pour l'art urbain, puis la volonté de travailler de façon active pour sa reconnaissance, est venu assez tôt, en fait, principalement du fait que je sois de cette génération qui a vu arriver l'été 84 puis l'année 85 le graffiti en France. Ça a été une révolution, et pour tous ceux qui l'ont vécu, tout le monde se souvient, c'est assez drôle parce que quand j'écrivais un livre sur le sujet, je vois que tout le monde avait cet été 84 en tête. Il y a eu des jeunes qui sont partis à New York et qui sont revenus avec une claque en disant ah, mais nous aussi on veut faire ça. Feu d'artifice visuel.
Donc j'en ai aussi bénéficié, et toujours dans cette réflexion d'enfant finalement, parce que pas du tout mais instinctive, en me disant mais pourquoi les gens ne voient pas que c'est de l'art? Puisqu'on disait oui très bien, mais c'est des petits jeunes qui s'amusent, voire des petits vandales. Quand même pas, parce que techniquement on se rend compte que c'est compliqué. Dès qu'on s'intéresse au sujet, on se rend compte qu'il y a un vrai langage, que ce soit un langage entre les artistes eux-mêmes ou un langage formel de création, de lettrage, chaque forme a un nom, enfin c'est incroyable. Donc avant même qu'il y ait des critiques d'art sur le mouvement, il y avait déjà une sémantique. Mais à l'époque, très très rares étaient les personnes qui reconnaissaient la valeur artistique de la chose, donc ça m'a poussé effectivement à encore plus dans ce projet de galerie, toujours en voulant ne pas faire que ça. C'est-à-dire de ne pas faire une galerie ghetto qui ne ferait que de l'art urbain et qui du coup deviendrait elle aussi un outcast du fait de la non-acceptation de ce mouvement de l'art. Au contraire, l'idée était de dire ce sont des artistes avant tout. Il se trouve qu'ils ont fait cette école de l'art urbain et voilà, l'école de la rue les a formés, leur a donné une énergie, une technique, mais c'est avant tout des artistes qu'il faut présenter avec d'autres artistes. Ce qui aujourd'hui m'arrange bien aussi, puisque comme ça je peux présenter d'autres artistes au gré de mes voyages, de mes découvertes et de mes coups de cœur, et être quand même un peu plus large. Et c'est aussi aujourd'hui le reflet d'une réalité de ce mouvement qui a beaucoup évolué. En 30 ans, il s'est passé plein de choses, même 40 ans, puisque ça avait commencé dans les années 70 aux États-Unis. Et il y a des artistes qu'on n'apparente plus nécessairement au graffiti, même pas du tout, mais qui se réclament de cette culture. Donc avoir une galerie plus ouverte en termes de sujets et répond bien à leurs demandes aussi. Et donc, petite question suivante, comment est-ce que vous trouvez vos artistes? Comment est-ce que vous les sélectionnez? Et puis, comment est-ce que vous les accompagnez? Alors, on me demande souvent comment je rencontre les artistes que je présente. Et force est de constater qu'il n'y a pas une histoire. C'est comme les histoires humaines. Chaque rencontre est un élément particulier, une anecdote, un fil qu'on a tiré quelque part. Néanmoins, c'est mon métier. Donc, c'est même ça mon principal métier. Je dis parfois que je suis chercheur d'or. Donc, je vais tirer les fils. Si je vais voir un atelier, je vais regarder les autres ateliers. J'essaye d'avoir quelques antennes, mais comme je suis très tôt sur la recherche d'artistes, souvent ils sont très jeunes, donc c'est difficile. Il faut que j'ai des gens, des profs, des relais, des critiques d'art qui me disent tu pourrais regarder par là. Mais ça peut être des blind dates aussi. Quelqu'un organise un dîner, puis vous arrivez à table, puis je voulais te présenter mon ami artiste. Donc il y a toutes les façons de rencontrer un artiste et il faut toujours avoir le radar ouvert. Mon radar, il est ouvert depuis 20 ans que je fais ce métier et de façon permanente. Et quand il y a quelque chose qui m'intéresse, je vais le suivre jusqu'à avoir un moment où je rencontre l'artiste, je lui dis on a peut-être des trucs à faire ensemble. Il me semble, qu'est-ce que tu en penses? Si l'artiste est d'accord, on fait un petit bout de chemin ensemble. Très bien. Et donc depuis 2009, vous avez lancé la MD Galerie à Shanghai. Donc pourquoi est-ce que vous avez choisi cet axe de développement stratégique? Pourquoi est-ce que, par exemple, vous n'êtes pas allé à Hong Kong, qui, il me semble, est très mature au niveau de l'art? Et comment, du coup, est-ce que vous choisissez vos artistes asiatiques? L'aventure chinoise que j'ai initiée en 2009 est avant tout, il ne faut pas se leurrer, un hasard, un heureux hasard de la vie, lié à des facteurs assez tristes, puisqu'il y avait la crise économique aux États-Unis, États-Unis avec lesquels j'avais quand même une grosse partie de mon business. Et à ce moment-là, donc 2008, mes clients, mes collectionneurs américains me disaient tu n'es pas obligé de venir aussi souvent là, comment dire, on va peut-être moins t'acheter d'œuvres là tout de suite. Sans paniquer, je me suis dit profitons de ce moment pour voyager. Et c'est à l'occasion d'un des très rares voyages que je fais perso, parce que en général je voyage beaucoup pour la galerie, qui est vraiment ce qui me prend 24/24. Donc là, pour une fois, j'avais dérogé à la règle et je vais voir un ami à Shanghai pour 4 jours. Alors je rigole parfois en disant que j'ai dû me tromper d'avion parce que d'habitude j'allais plutôt vers Los Angeles, puis là je suis partie dans l'autre sens. Et cet avion m'a emmenée à Shanghai, ville pour laquelle j'ai craqué. Mais c'est pas moi qui ai décidé d'ouvrir là-bas, c'est vraiment Shanghai qui a décidé. La réalité, c'est que je me suis dit je verrais bien ouvrir une galerie ici et que tout de suite ça s'est emballé. Il y a eu des propositions. La Chine est aujourd'hui dans un moment qui est étonnant de dynamisme, mais aussi de volontarisme pour faire des affaires. Donc en fait, limite, quand vous émettez une idée,
il faut la mettre en œuvre tout de suite, sinon elle n'aura pas lieu. Mais et les choses dépassent, et on constate tous à Shanghai, dépassent un peu ce qu'on avait en tête au départ. Au départ, je m'étais dit, ça serait bien de faire une expo de groupe où je présenterais mon écurie pour voir comment ça pourrait marcher. On appelle tester le marché très très humblement. Mais en fait, les Chinois, ça ne les intéresse pas du tout. Ils disent non, il faut y aller tout de suite. Big is beautiful. Donc c'est comme ça que l'aventure a commencé. Paradoxalement, elle a plutôt commencé à Shanghai qu'à Hong Kong, alors que je connaissais beaucoup mieux Hong Kong, que je connaissais depuis déjà une vingtaine d'années. Mais Hong Kong est un marché spécial. C'est plutôt celui du second marché, celui des valeurs établies, les maisons de vente. Pour plein de raisons, historiquement, Hong Kong n'est pas une ville d'art contemporain, même si aujourd'hui on essaie de lui racheter cette image. Mais il y a très peu d'ateliers d'artistes, il y a très peu de galeries à l'année. En revanche, c'est l'endroit des grands moments, des grands rendez-vous artistiques. Et c'est pas antinomique nécessairement d'une vitalité d'une scène, etc. là-bas, puisque 1 à 2 fois par an, Hong Kong se part de ses habits de lumière art contemporain et il se passe énormément de choses très intéressantes. Tous les gens du monde entier viennent. Donc à ce titre-là, ça tombe bien, je ne suis pas loin. Mais voilà, c'était une des raisons du choix, qui était plus une raison, donc, en tant que galeriste de premier marché, pour défendre une scène chinoise mainland, privilégier des échanges, un dialogue entre des cultures, plutôt qu'un marché assez mature où finalement les Hongkongais voyagent, connaissent beaucoup de choses. J'avais moins de défis, je dirais. Très bien. Et donc, pour un petit peu pour le court terme, que prévoyez-vous pour 2014 ? Donc, quels artistes est-ce que vous allez accompagner ? Et est-ce que vous pensez peut-être ouvrir une nouvelle galerie autre part dans le monde ? Mais ça, pour plus tard. On me pose souvent la question, est-ce que je vais ouvrir une autre galerie quelque part dans le monde ? Celle de Shanghai n'était pas prévue, donc j'ai pas plus prévu une autre galerie. Plus on me pose la question, plus quand même j'y réfléchis. Stratégiquement, je ne sais pas si c'est ce dont j'ai envie et ce qui serait le mieux pour les artistes. En fait, on a besoin de faire tourner les artistes comme un tourneur en musique, mais parfois l'union fait la force. Il est bien de se reposer sur des galeries qui sont mieux ancrées sur des marchés locaux. Peut-être que ce temps-là, il est aussi bien de le consacrer pour que les artistes rentrent dans les musées, que le travail soit bien expliqué, pour leur trouver les moyens de production, pour faire d'autres projets. Donc aujourd'hui, c'est une des grandes interrogations du marché de l'art. Quid du modèle des galeries, de la boutique version Wildenstein? Est-ce que on est mono-endroit, mono-boutique et on attend gentiment le chaland? Certainement pas. Mais qu'est-ce qui va remplacer ce modèle-là? Et paradoxalement, alors que le monde s'est vraiment accéléré, qu'il y a eu énormément de projets sur Internet, on n'a pas encore trouvé la réponse. Quelle sera la plateforme, je dirais, du 22e siècle pour les galeries? Il y a eu beaucoup d'interrogations, beaucoup de business qui se sont lancés, parfois un peu tôt, et par exemple dans l'Internet. Mais l'art contemporain surtout est souvent en avance. Donc il faut maintenant que des gens se remettent sur ces idées qui étaient sur les débuts de l'Internet, de plateformes où en 3D les gens pourraient visiter des expos et acheter. Voilà, maintenant les tuyaux sont là pour le faire. Pourquoi pas voir d'autres idées. Et moi-même j'aime bien, pour ces raisons-là, sortir des murs blancs de la galerie, proposer d'autres projets parce qu'on rencontre d'autres publics, il se passe d'autres choses qui sont aussi très très intéressantes. Pour 2014, le futur proche, on a énormément de gros projets, que ce soit en France ou à Shanghai. D'abord les projets de la galerie, puisque c'est une programmation assez intense. Il faut s'imaginer qu'on change d'expo tous les mois dans les deux villes. Donc par exemple, on a un projet qu'on va inaugurer maintenant à Shanghai et qui va revenir en France, qui est une artiste française, Prune Nourri, qui a créé une armée de Terracotta Soldiers, mais ce sont des jeunes filles. Donc tout un projet qui est à la fois sociologique, qui a une dimension historique, puisque ces terracottas seront enfouis et déterrés dans 20 ans, pour voir ce qu'il est arrivé de ces jeunes modèles qui ont 8 ans aujourd'hui, ces jeunes femmes, qu'est-ce qu'elles seront devenues. Donc il y a plein de choses, donc ça c'est un très très gros projet. On a aussi un très gros projet JR en cours de montage de production pour mars 2014 à Shanghai, donc ça aussi ça va être assez intense. Pour Paris, on a l'artiste portugais Vils,
qui doit venir aussi envahir un peu la ville, voilà, et ça va être assez étonnant, et voilà, encore un artiste assez jeune qui repousse les limites. Donc en termes de programmation, ça va être assez fou. Des expositions comme Paris Photo, donc en salon, où on va présenter la jeune scène chinoise en photographie, qui est un sujet extrêmement intéressant en plein renouveau. Et donc il y a toujours des belles surprises. Et puis après, j'ai d'autres projets aussi qui sont indirectement liés à la galerie, mais vraiment hors les murs, qu'il va falloir suivre activement, où justement on essaye de faire répandre un peu c'est la vision des artistes dans des lieux plus inattendus. Et du coup, question assez logique, puisque nous sommes de la PGEF et d'origine polonaise. Est-ce que vous avez des projets de développement en Pologne? Et est-ce que, selon vous, le marché de l'art en Pologne est mature, porteur? Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? On me demande souvent si j'ai des projets en Pologne, que ce soit d'ailleurs des Français ou des Polonais, mais l'origine du nom faisant que la question arrive rapidement. Paradoxalement, ça a toujours été la Pologne, mon histoire, l'environnement familial, auquel je suis très très attachée, mais je n'ai jamais trouvé, à part quelques exceptions, quelques collaborations dans le cadre de l'année de la Pologne en France ou des choses comme ça, comment développer quelque chose là-bas ou ici avec ce lien de façon pérenne. Et ce n'est pas parce que le marché n'est pas mature, parce qu'au contraire, c'est un marché qui était très tôt sérieux. Peut-être pas mature il y a certaines dizaines d'années financièrement, ça c'est le développement et l'histoire du pays a fait qu'il y avait d'autres priorités, mais en tout cas artistiquement, en termes d'institutions, il y a toujours eu dans un pays de culture, dans un pays qui reconnaît ses artistes, pas tous, mais en tout cas qui attachent une grande importance, avec des artistes excellents. Et donc voilà, c'est quelque chose qui peut-être avec le temps viendra, mais c'est principalement par manque de temps. Léo Castelli disait attention, si tu fais ce métier, ça va être 24 heures sur 24. C'est même bien plus que ça, donc voilà. Mais c'est effectivement assez étonnant, alors qu'on voit à Cracovie des galeries hallucinantes, à Varsovie des institutions excellentes. Donc il y a clairement un network à mettre en place pour valoriser tout ça. Très bien. Donc, du coup, au-delà du monde de l'art, pour vous, quel regard est-ce que vous portez sur la Pologne aujourd'hui? Quelle est la place de la Pologne au sein de l'Europe, selon vous? Et voilà. Le regard que je peux porter sur la Pologne, il y a d'un point de vue personnel, hein, qui est assez schizophrène quelque part, puisque j'ai une vision, je suis première génération d'immigrés, donc une vision presque légendaire de la Pologne. Hein. Je pense que la génération de nos parents qui sont partis entretiennent une flamme assez étonnante, mais qui est très belle. Ça reste ma première langue, donc si je me réveille en sursaut, ça sera en polonais. Je pense que je rêve en partie en polonais. Et en même temps, c'est un pays où je n'ai pas été élevée en tant qu'adolescente, donc il y a plein de références communes, banales, qui vont me manquer. Et alors là, on se sent un peu idiot. Petite, une fois, on m'envoyait en colonie, puisque mes parents voulaient quand même que la langue soit... et un jour, un enfant me dit « Mais tu as un langage très 18e ». C'était normal, finalement, parce que les parents ne vous apprennent pas les gros mots, le langage familier est exclu à table, etc. Donc c'était assez étonnant. En même temps, en tant que citoyen européen et européenne convaincue de tout temps, même enfant, je comprenais pas qu'il y ait des frontières, et à l'époque elle était forte puisqu'il y avait le rideau de fer. J'en ai encore des souvenirs et ça me dépassait. Je disais mais, et quand on me demandait si j'étais française ou polonaise, je dis non, je suis européenne, toute petite. Le regard que j'ai sur cette construction, c'est que c'est plein de gens comme moi qui ont des histoires toutes emberlificotées. Et encore, moi j'ai 2 parents polonais, ça pourrait être, le mélange pourrait être encore plus varié. Donc c'est une réalité, la place de la Pologne est là historiquement indéniable sur les liens qu'il y a pu avoir. Lorsque je me suis mariée, je me suis rendu compte que nous étions français, même encore bien avant, parce qu'on a eu un arrière-grand-père qui était là. Et dans les trucs, des extraits civils, tout ça est ressorti que dès le XVIIIe siècle, il y avait déjà un aïeul qui avait la nationalité française. Donc
c'est là. Ces mouvements de population, ces liens culturels, politiques. On vendait assez bien nos princesses aux différents rois d'Europe. Tout ça était très fort. La Pologne est inévitable dans ce schéma-là du fait de sa démographie, du fait aussi de sa position géographique qui lui a pas toujours été bénéfique, mais aujourd'hui qui est essentielle. Après, c'est comment la construire, parce que les temps sont durs, parce qu'il y a des enjeux différents, mais pour moi, c'est une évidence quoi qu'il arrive. Donc, il n'y a pas à se poser trop de questions, il y a à faire. Du coup, nous arrivons à la fin de notre interview. Donc maintenant, nous allons passer à la partie réponse du tac au tac. Donc, vous pouvez répondre en un mot, 2 mots, comme vous le souhaitez. Donc, est-ce que vous pourriez nous citer l'artiste français du moment qui vous inspire? Je vais être très égoïste. Un JR, par exemple, puisqu'on travaille beaucoup ensemble. Voilà, à chaque fois qu'il a un projet, je me dis on va pas y arriver, on y arrive. Donc, en tout cas, ça me fait avancer. Et du coup, un artiste chinois qui vous inspire? En Chine, je pense qu'un artiste comme Wang Keping en ce moment est une belle leçon de l'histoire de la Chine en marche et d'où vient l'art contemporain en Chine. Et donc, un Polonais maintenant qui vous inspire? Dans les artistes contemporains polonais, je suis énorme fan de Zbigniew Libera, qui a un travail de relecture de l'histoire qui est assez intéressant et très profond. Quel est votre passe-temps favori? À part s'occuper de mon nourrisson, c'est devenu un passe-temps favori. Je suis énorme fan de yoga. L'œuvre d'art qui se trouve dans votre salon? Un Vils. Votre lieu préféré à Shanghai? Probablement la terrasse de Mr. et Mrs. Bund. Et donc, puisque vous voyagez beaucoup, quelle est votre recette pour vous ressourcer? Prendre mon oreiller dans l'avion. Merci beaucoup, Magda Danèche, pour votre temps. C'était très agréable d'avoir une interview avec vous. Merci beaucoup.